Bonsoir à tous. Elle avait surpris tout le monde en refusant d'être candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2018, invoquant la crise anglophone, la situation sécuritaire préoccupante et les tensions sociopolitiques au Cameroun. Activiste et leader politique de premier plan, elle multiplie depuis lors les stratégies de mobilisation de la société civile, des Camerounais et d'autres leaders pour dénoncer la malgouvernance, l'injustice sociale et les dysfonctionnements du système électoral. À l'heure où le président de la République du Cameroun, Paul Biya, appelle au dialogue mutuel pour construire une nation démocratique, l'une de ses principales adversaires politiques estime que seul le départ du régime Biya et l'organisation d'un dialogue inclusif peuvent réconcilier le peuple camerounais afin de s'engager sur la voie d'une nouvelle république. Comment le Cameroun, Afrique en miniature, a-t-il plongé dans un cycle de violences meurtrières et de crises politiques? Quelles sont les causes de cette malgouvernance? Les multiples appels au patriotisme, à la solidarité nationale et au vivre ensemble lancés par le chef de l'État sont-ils des signes précurseurs d'une prise de conscience politique visant à sauver le Cameroun d'un chaos? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour Edith Kabangwala. Madame Kawala, bonsoir. Bonsoir, et je dis un bonsoir très particulier aux maires de la nation. Nous sommes la fête des maires aujourd'hui, aux maires de la nation qui luttent pour ce Cameroun, pour cette nouvelle république, et un bonsoir très particulier à ces maires qui sont en prison aujourd'hui pour leur lutte. Que ce soit les femmes anglophones qui sont incarcérées, que ce soit les militantes du MRC qui sont incarcérées. Un bonsoir très particulier à toutes les femmes qui sont en lutte. Vous êtes à la tête du Cameroun People's Party comme présidente nationale. Vous dirigez également un cabinet stratégique, cabinet de renommée internationale aussi, et l'un des piliers du mouvement Stand Up for Cameroun. Merci d'avoir accepté cette invitation pour l'émission La Vérité en face. Vous le savez, c'est une émission bilingue. Et sur ce plateau avec nous, Jonathan Babila. Bonsoir, Jonathan. Good evening, Cédric. Madame the President, good evening. Good evening. Également présent sur ce plateau ce dimanche, Duval Fongwa. Duval, bonjour. Bonjour, bonsoir, Cédric Nefele et bonsoir à Edith Kabangwala. Bonsoir. D'entrée de jeu, Madame Kawala, pourquoi vous étiez absente lors de ces consultations engagées par le Premier ministre Joseph John Goté à Bamenda? Par quel miracle est-ce que j'aurais été présent? Je ne sais pas si le Premier ministre a organisé des consultations. Je sais que j'ai vu des images, qu'il était à Bamenda. Je suis perplexe par rapport à ce qu'il est allé faire là-bas. Nous avons une crise, une très très grave crise. Notre gouvernement nous dit depuis qu'il est ouvert au dialogue. Donc j'ai encore entendu le Premier ministre répéter qu'ils sont ouverts au dialogue. Je crois peut-être tout ce déplacement était pour l'information que le dialogue maintenant est ouvert sur la forme de l'État. Peut-être, c'est la seule information nouvelle que j'ai. Donc vous n'avez pas été invité à quoi que ce soit? Pas du tout, pas du tout. Et je crois que on doit faire très attention. On doit faire très attention. On a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 3 ans au moins 1850 morts, au moins. On a 530 000 personnes qui sont déplacées. On ne sait combien qui sont en brousse. Bon, ce sont vos chiffres, hein, parce que le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Administration territoriale, récemment, a donné des chiffres qui sont différents de ceux que vous présentez. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de International Crisis Group qui ont été publiés il y a 1 semaine, je crois. On a 50 000 environ réfugiés au Nigeria. Est-ce qu'on doit s'amuser avec ça? Are you qualifying the move undertaken by the Prime Minister of the Republic as a joke? Well, I don't understand what it is. What is it?
What did he go to do there? He claimed they are open to dialogue, but he did not. If you want a dialogue, we have been talking about dialogue for 3 years in this country with regard to this problem. If he wants to tell us something new, he tells us that we are beginning dialogue on this day with so and so persons in so and so manner. The dialogue is going to include this step and that step and that step. That's a serious statement. What is this going there to take peace plans? It was even offensive to take peace plans because it's as if he does not know what happened in the history. On the 22nd of September, people took peace plans. On the 1st of October, they took peace plans. What happened to them? They were shot at. But you're one of so the, I don't understand you're what this one was of about. the leading opposition political parties in the country. I'm talking about your party, the CPP, yes, which you're heading, and you have been on the forefront as far as efforts to return to normalcy in the two Anglophone regions are concerned. And the Prime Minister went to the Northwest region in this same framework, seeking solutions to the Anglophone crisis. Other political parties were there. The Social Democratic Front was there, but Edith Kabanwala and the CPP was absent. What explains that? No, very clearly, we were not invited. We were not invited, nor were we informed. But had we been invited, I think we would have asked a few key questions. What, Mr. Prime Minister, is new? What is new since the last Prime Minister went? The last Prime Minister went and he said we are open to dialogue and we want to talk to everybody. But where is the dialogue? On what day does it start? With whom does it start? What are the steps to the dialogue? Where are the preconditions? He went, he met with the Social Democratic Front, and what did they tell him? They told him what we have been saying for the last 3 years. If you are serious, if this government wants to show that it is ready to dialogue, step 1, release political prisoners. There are people in prison today, Mr. BBC Mancho, Mr. Ngalim Felix, Mr. Terence Penn, and dozens who were arrested at that time with them. These people have been sentenced, are carrying sentences of 10 years, 11 years, and so on. These were people who were arrested before there was any violence. They were arrested in January 2017. There was no violence. There was no armed fight. There are thousands of young men. We are over 1,000 young men today and a few women arrested within the context of the Anglophone crisis. If you want to show yourself a serious government ready for dialogue, release them. Alors, tell us about dialogue. Mais Présidente, justement, parlant de ces personnes qui sont incarcérées, ça fait partie des propositions qui ont été formulées par le Social Democratic Front. Vous avez suivi les échanges avec... Monsieur Duval-Fangwa. Je pose la question, Président. Oui, est-ce que je pose la question? Alors, donc, le Premier ministre Joseph John Gouté a échangé avec le chairman du Social Democratic Front, et au sortir de cet échange-là, on a pris un certain nombre de questions qui ont été évoquées. On a parlé justement de la libération des personnes qui sont incarcérées. Ils ont proposé la désignation d'un médiateur dans cette crise-là, le dépôt des armes des différentes factions, si on peut dire ça comme ça, et le report des élections locales. Ça veut dire qu'il y a quand même des éléments qui sont suggérés par les formations politiques dans le sens de la résolution de la crise. Est-ce que ce n'est pas une démarche qui devait être, par exemple, celle du CPP, qui est une formation politique qui, justement, doit travailler dans le sens de la recherche des solutions négociées à la crise? Monsieur Fangwa, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Nous sommes à un tournant décisif, je crois, de la vie politique du Cameroun, et qu'il faut qu'on fasse très attention. En janvier 2017, quand ce régime arrête les Agbobala, les Fontem et les autres que je venais de citer, les BBC Mancho, Ngalim Felix, Terence Penn et autres, il y a 3 choses qu'on lui demande de faire. Free all arrested. Vous vous rappelez de ça? C'est toute une campagne. Free all arrested. Deuxième chose, demilitarize. Je crois que c'est aussi sur la liste du SDF.
Okay? Free all arrested, demilitarize, à l'époque, c'était bring back our internet. C'était les 3 choses. Donc, est-ce qu'on a fait 3 ans et autant de morts pour que le Premier ministre nous dise qu'il est parti à Bamenda pour recueillir les mêmes idées qu'on lui a dit il y a 3 ans? Pour autant, ça n'empêche pas aux formations politiques de continuer à faire des propositions et à marteler, quitte à ce que le gouvernement reste autiste tant et griffe par rapport à ça. Non, mais son autisme est déjà constaté. Son autisme, je crois que la bonne question, je ne veux pas être un rabat-joie. J'ai vu un peu dans les réseaux sociaux, les Camerounais ont tellement soif, ont tellement envie que cette crise vienne à terme, vienne à sa fin, et c'est le souhait de nous tous. Toutefois, il ne faut pas qu'on fasse, je crois que vous dites en français, les chimères, hein, qu'on attrape des choses qui ne sont pas réelles. Now, talking about the demilitarization of the northwest and the southwest regions of the country, or bilateral ceasefire, yes, as requested by the Social Democratic Front, your party and other political leaders, the Prime Minister thinks that this is not feasible, notably with regards to the chaotic situation in those 2 regions. Calling back the military will simply mean that the government has allowed the population in the hands of those they call pro-independence fighters, separatist fighters. I think the Prime Minister should not behave as if we are the first people to have a conflict situation. A ceasefire is something which is part of bringing an end to conflict. And the problem, as I said, is that they have not put down a concrete path to dialogue. If they had put down a concrete path to dialogue, if they said dialogue is starting on so day, it has this many steps, and we are discussing with so and so, they would then be in a position to say, and we request a ceasefire, the time for us to have dialogue. Because when people the government says the military problem, has to be there to continue protecting the people. The ceasefire enables you to be able to dialogue. And mind you, the ceasefire, it doesn't mean that you no longer have forces of law and order. You have taken the army out of its barracks towards civilians. The problems we are having are because the army has been put out in a state of war against civilians. And so, therefore, when we say ceasefire, what we are talking about is that the army goes back into its barracks. We maintain a state of law and order, which is a normal state of law and order. And of course, you are safeguarding the population because you are also asking for ceasefire. You are agreeing. And the other thing about the ceasefire is that it is an agreement. So, when we have the Prime Minister was not clear because he said that they will not discuss secession. Okay? But I don't know what that means with regard to discussing with those who have a stand on secession. What is he saying? Because the people who have guns right now are fighting for secession. Their position is very clear. But how are you going to get to a ceasefire without discussing with them? No, concerning the president, justement, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'exprimer envers des femmes qui se sont mobilisées lors de son arrivée à Bamenda. Il leur a fait savoir qu'il est porteur d'un vœu présidentiel, à savoir le chef de l'État est disposé à tout entendre, à dialoguer de tous les sujets, sauf de la sécession. Comment appréciez-vous ce message du chef de l'État qui a été adressé à ces femmes qui se sont mobilisées à Bamenda? Encore une fois, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention en tant que Camerounais. Il faut combien de morts pour que le président, le chef de l'État, vienne faire son travail de chef d'État? Le nombre de morts n'est pas suffisant? Pourquoi il envoie des émissaires? Le nombre, 1850 morts, c'est pas suffisant pour qu'un chef d'État se déplace? On voit dans d'autres pays 1 mort, 2 morts, le chef d'État se déplace. Il faut exactement, Monsieur Biya attend combien de morts pour aller dans le nord-ouest et le sud-ouest transmettre son message? Comme je dis, on veut que cette crise arrive à sa fin.
Et il faut qu'on fasse attention parce que là, moi, j'ai l'impression qu'on est face, encore une fois, à deux choses. Lesquelles? Un régime qui se sent sous pression au niveau international et qui veut faire un cinéma, faire un show, donner une impression d'ouverture pour des personnes qui ne sont pas camerounais. Parce que ce qu'il a fait, nous les Camerounais, nous le demandons depuis 3 ans. Donc, ce n'est pas par rapport à nous. Est-ce que vous ne croyez pas en cette promesse, en cette volonté du chef de l'État de dialoguer aujourd'hui? D'où vient cette volonté? Qu'est-ce qui a créé cette volonté tout de suite là, maintenant? Parce que les gens meurent depuis 3 ans. On est dans une situation de grave violation des droits de la personne depuis 3 ans. On est dans une situation où les villages sont brûlés depuis 3 ans. Donc, quel est le facteur actuel qui a créé ce nouveau... Est-ce que vous êtes certaine que c'est pour nous, les Camerounais? Vous êtes certain que c'est pour les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que ça a été fait? Faut-il encore s'interroger sur, justement, le contexte dans lequel le président de la République s'interroge, ou alors prendre cette main, répondre à cette main tendue du président de la République en ce moment où vous estimez que les populations sont exaspérées de l'enlisement de la crise anglophone? Où est la main? Où est la main? Si les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest doivent prendre une main, où est la main? Est-ce qu'il y a un dialogue? Non. On n'a pas ni une date, ni des phases préparatoires, ni une démarche. On n'en a pas. Donc, il y a une phrase en anglais où on dit « Actions speak louder than words ». N'est-ce pas? On n'a que des words de ce régime depuis. Le discours qu'a tenu le Premier ministre n'est pas différent du discours que tenait le Premier ministre Yang. Je suis désolée. Il n'y a pas une évolution dans le discours, de votre point de vue? Aucune évolution? Le seul point, c'est qu'il a dit qu'ils sont prêts à discuter sur la forme de l'État. Et c'est une main tendue, non? Qu'est-ce qu'on fait avec? Quand vous avez une main tendue, vous saisissez la main et vous faites quelque chose. Qu'est-ce que les populations du Nord-Ouest... Il faut d'abord saisir la main. Non, mais qu'est-ce qu'ils font là, maintenant? Est-ce qu'il y a une démarche qui leur a été proposée? Je crois que... Le Premier ministre devrait peut-être boucler ces échanges et par la suite, il pourrait avoir un certain nombre de décisions qui pourraient être prises par le chef de l'État. Il fallait bien commencer par ces échanges-là, non? On va attendre combien de temps? Non, je ne pense pas. Je suis désolée, mais je ne pense pas. Vous êtes très pessimiste, je pense que c'était... Vous l'avez dit au début de cette émission, ce n'est pas du pessimisme. C'est regarder la réalité en face, comprendre bien à qui on a affaire. Ce régime avait la possibilité d'éviter cette crise totalement. Ils ont fait des choix qui nous ont amenés là où nous sommes. Ce régime a eu la possibilité, pendant tous ces 3 ans, de déclencher le dialogue. Ils ont refusé de le faire. Donc, excusez-moi si aujourd'hui, après 1850 morts, après 530 000 personnes qui sont déplacées, après des réfugiés au Nigeria, nous avons eu des images des réfugiés, des Camerounais réfugiés qui sont en train de se bagarrer pour la nourriture au Nigeria cette semaine. Donc, excusez-moi si avec ça, je ne suis pas en train de sauter de joie. Alors, parce que le Premier ministre est venu dire une fois de plus qu'il veut dialoguer sans dire quand est-ce que le dialogue commence, avec qui et comment ça va se passer. Et donc vous réitérez qu'il faudrait que le Premier ministre, au-delà de ces échanges, puisse dresser un calendrier. Le président de la République, vous avez parlé du président de la République qui devrait se rendre dans ces régions-là pour échanger avec la population, c'est ce que vous avez indiqué. Et vous semblez également préciser qu'il faudrait que le Premier ministre ou les autres membres, ou le gouvernement de façon globale, puisse dresser un calendrier qui permette de voir les différentes étapes vers lesquelles, qui permettront d'arriver à la résolution de cette crise. C'est ce que vous dites. C'est ce qu'on a dit depuis le début de cette crise, que si ce régime veut qu'on le prenne au sérieux, la situation est très sérieuse.
la situation, les vies camerounaises, on est en train de les perdre chaque 24 heures. Que ce soit des civils, que ce soit des soldats. On est en train de perdre des vies tous les 24 heures. Qu'est-ce qu'il faut? On doit rester là et dire waouh, monsieur John Goutet avait un voyage sur Bamenda, oh formidable. Non, parce que moi je ne sais pas quoi répondre aux personnes qui sont en train d'enterrer les leurs. Je ne sais pas. Là maintenant, qu'est-ce que vous dites à une maman qui a fait 3 mois en brousse, qui ne sait plus comment nourrir ses enfants? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Que la main tendue là, c'est quoi? Madam the President, the Prime Minister indicated, and of course other government members have been indicating this, that the major stalemate now to dialogue, the major hindrance to dialogue, is the fact that there are still guns in the hands of civilians. And that's why he said, okay, contrary to the past, when government maintained that we can't withdraw the military, we cannot withdraw the military from the 2 regions, now we are asking you, civilians carrying arms, to drop your guns, and then we're going to withdraw the military. Don't you think this is... I think if Mr. Prime Minister wants to be credible, he did not need to go to Bamenda. He could leave the Prime Minister's office, take a short 20-minute with traffic included drive to Kondengi prison, and he could start dialogue. If he started the dialogue with the people who are 100% within the control of this regime, they are in prison. This regime can dictate whether they are going to start the dialogue at 8 o'clock, at 2 o'clock, or at 5 o'clock. They can dictate it and start it tomorrow. And if he did that, he would give a sign. Because people cannot be fighting for something. And you tell them, if we want to tell the people who should put down arms, as maybe you know, I have requested, we believe very much in a non-violent fight. Now, we have told those young men, put down your arms. And you know what their response is? Ma, we put down the arms for what? To do what? We are fighting for something. So if you want people to put down arms, give them something, at least a process. If you put a process on the table, a credible process, and that is the problem with what is going on, is the credibility of it. If you put a credible process on the table, you would have people being able to say, put down arms because we are discussing. At least give us the time to discuss. Ceasefire until we discuss. But there's need for a conducive environment for the process to be put in place. What conducive environment? They need a conducive environment in Yaoundé. Part of the people they have to discuss with are in Yaoundé. You know, we once again, as Cameroonians, we want this fighting to stop. We want this thing to end. But we should not forget who we are dealing with in the BR regime. We should never forget whom we are dealing with in the BR regime. Because this regime, the Prime Minister knows that the funds who are today under fire, they requested for an appointment with Mr. Biya in 2017. They've never been received. The religious officials, the Catholics requested, the Presbyterians requested. I don't know, I think even the Muslims requested. Nobody was received. When they were not received, they said, oh, maybe because we are asking alone. Let us ask together. They were not received. No, talking about the funds of the Northwest asked. The funds of the Southwest asked. They were not received. The funds asked together. They were not received. How can we feel that people who will not discuss with those who are not armed, these people are not armed, who have a cause at heart, they don't start discussing with those people, then how do you think that you convince the guy who is in the bush to put down his gun? Le président de la République, justement, pour répondre à ces préoccupations de ces jeunes qui ont pris les armes, il a mis sur pied un comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion pour les combattants qui sont volontaires pour déposer les armes, que ce soit à l'extrême nord,
ou dans les régions anglophones. Il y a également eu la commission en charge de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui a été présentée comme une stratégie du gouvernement pour pouvoir répondre aux préoccupations de ces populations. Comment évaluez-vous la mise en place de ces deux actions gouvernementales, deux entités gouvernementales mises en place pour répondre aux préoccupations des populations dans ces deux régions? Ces solutions sont comme la plupart des solutions qui sont proposées par ce gouvernement, parce que la crise anglophone, aussi grave et aussi importante qu'elle est, n'existe pas. C'est pas la seule crise. C'est le pays tout entier qui est en crise. Et comme toutes les solutions que propose ce gouvernement, ce sont des solutions vides de sens, parce que le DDRR qui est proposé, de la démobilisation et le désarmement, la réinsertion qui est proposée. Nulle part dans le monde est-ce qu'elle se fait de manière unilatérale. Ce n'est pas le Cameroun qui invente ce processus. Ce n'est pas du tout le Cameroun. Moi, j'ai l'opportunité professionnellement, on travaille dans le Congo, on travaille en Ouganda, on travaille au Burundi, dans des pays de conflit. C'est un processus, c'est une solution qui vient après le dialogue. C'est un processus sur lequel les deux parties se mettent en accord. Quand le gouvernement fait le DDRR là maintenant, il sait qu'il y a combien d'armes. Il sait que l'autre partie a combien de troupes. Il peut évaluer, il peut jauger comment qu'il est déjà à 10%, ou bien à 20%, ou bien à 80%. C'est quand on se met autour d'une table et les deux parties disent, l'autre partie dit, voilà, les Amba Boys vont dire, voilà, nous avons des groupes à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, nous estimons nos troupes à environ tel nombre et nous allons déposer les armes parce que nous avons déjà conclu. So there's a problem of procedure and timing. There is a big problem of procedure, and our government should stop playing with our lives. These are people's lives, so they should stop these superficial things that they are doing, because we have the impression that they are just, I don't know what they are hoping. I don't know how they themselves really see us getting out of this situation. But my impression, I'm very sorry, of the Prime Minister's visit is that he went to put on a show. That show was not directed to the people in the Northwest and Southwest. It was not directed to Cameroonians at all. It was directed to the international community from whom now this regime is getting a lot of pressure. Justement, aux États-Unis, la Chambre des représentants a exhorté le gouvernement à engager le dialogue sans conditions préalables et faire un effort de bonne foi crédible pour travailler avec les chefs religieux communautaires et rechercher des solutions non violentes et des réformes constitutionnelles. Comment appréciez-vous cette recommandation, cette résolution qui vient de la Chambre des représentants aux États-Unis? Encore une fois, la Chambre des représentants répète ce que les acteurs camerounais disent depuis fort longtemps. Il n'y a aucune idée nouvelle là. La seule chose, c'est que le Cameroun se retrouve aujourd'hui dans une situation où un de ses pays partenaires trouve que c'est déjà assez grave et se prononce clairement avec une résolution, comme les Européens aussi l'ont fait il y a quelques semaines. Mais en réalité, nous voyons encore là, pour un gouvernement qui dit qu'il est sérieux, il y avait une initiative qui a été lancée par le cardinal Toumi, quand les Américains font référence aux religieux. Quelle a été la réaction du gouvernement? Le gouvernement a torpillé cette initiative. Où en est-on aujourd'hui? Si M. Ngouté voulait faire quelque chose de sérieux, le cardinal, je le sais, a demandé audience à M. Paul Biya pour discuter de cette initiative. How did government suffocate that initiative? Government suffocated. You are the journalists. The ministers were on your
on your plateaus. It was on your shows that that the ministers were coming and saying, at that point, Cardinal Tumi was even accused by some of perhaps being a secessionist. I remember it very well. Government came out very, very strongly against it. And never, ever, you say they want to reach out a hand. They are putting out a hand. I think Cardinal Tumi is the easiest person to put a hand out to. Why don't they receive him? Or tell him that, no, your initiative is very good. We can guarantee security in this manner, in that manner. The Cardinal asked for a number of things because, and I think that question remains. In the current crisis, the people with arms are those who want independence. Now, the Prime Minister has said he's not willing to discuss the question of independence. Where does that put those people? How is the discussion going to take place once he puts a precondition that he's not willing to discuss the question of independence? And I think people should realize. Are you saying that the question of separation shouldn't be a taboo? Should be on the table? I am saying that given that the people who are fighting are the ones who want separation, if we say we are not discussing separation, it means we are not discussing with them. How do we then solve the problem? I am somebody who is very strongly for Cameroon remaining a united country. But to remain united, we have to solve the fundamental problems which have brought us here. And solving the fundamental problems which have brought us here means at least listening to the people who are saying they want separation. Why do they want separation? Why do they feel like they no longer can live with us? Alors, sur cette question de la crise anglophone, vous avez indiqué qu'il y a un certain nombre de maladresses qui ont été commises par le gouvernement dans sa stratégie de recherche des solutions, puisque justement nous parlons des solutions qui doivent être envisagées, je veux dire des méthodes qui peuvent être envisagées dans la recherche efficiente des solutions. On a entendu le SIF et beaucoup d'autres formations politiques proposer un certain nombre de choses. De toute évidence, vous êtes d'accord avec un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués, notamment la question de la libération des personnes qui sont incarcérées, la question de... Bon, je ne sais pas si vous faites une nuance entre le cessez-le-feu et la démilitarisation, mais il y a deux autres éléments qui apparaissent, par exemple la désignation d'un médiateur et la question des élections qui doivent être reportées. Je parle là du cas du SDF. D'abord sur la question du médiateur. Est-ce que pour vous, je vais dire pour vous, quel doit être le profil de ce médiateur? Je crois que pour le CPP, d'abord, il y a des solutions à court terme, immédiates. Parce que des gens meurent, il faut arrêter la violence. Donc, comme nous l'avons dit depuis 3 ans, arrêter la violence, c'est d'abord donner espoir à ces personnes qui ont été si désespérées. Parce que je ne pense pas que quelqu'un prend le fusil par plaisir, ou bien que quelqu'un est en train de vivre en brousse par plaisir. Quelque chose s'est passé. Il y a eu une cassure, une rupture très forte. Et il faut au moins permettre à cette personne de croire encore que nous pouvons faire quelque chose ensemble. Et pour nous, ces gestes-là, comme j'ai dit, c'est d'abord libérer des personnes qui sont injustement incarcérés aujourd'hui. C'est la première chose. Libérer ceux qui sont incarcérés, libérer ceux qui sont détenus. Ça, c'est le premier geste qui montre que, en fait, je suis prêt à vous traiter comme un citoyen à part entière. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que si il faut dialoguer pour arriver au moins à une situation où on va cesser les armes, le médiateur ou les médiateurs doivent être en accord avec les deux parties. Ce n'est pas une partie qui choisit le médiateur. Pour qu'une médiation marche, les deux parties doivent avoir confiance en la médiation. Donc, il serait question déjà de commencer, et c'est ce qu'on demande au gouvernement depuis, de commencer avec les pré-dialogues.
Commencez à discuter avec les religieux. Commencez à discuter avec les chefs traditionnels. Commencez à discuter avec nous, les opposants qui sont pour une cause anglophone, mais qui sont contre la sécession. Commencez déjà à discuter avec nous. But that's what the Prime Minister went to do in Bamenda, and you qualified his move as a joke. No, he did not. He did not, because he did not go to move forward on solutions. He did not go there to say, we are starting a dialogue and we now need a mediator. Please give us suggestions for names of a mediator. He went to take us to a conversation we have been having for 3 years. Oui, mais ça peut transparaître, puisqu'on parle de médiateur, ça peut transparaître dans les échanges. On a suivi, au terme des échanges que Nidjon Froundi a eu avec le Premier ministre, on a entendu l'honorable Phobi Tina, je crois que c'est lui qui présentait les résolutions, indiquer que Nidjon Froundi, par exemple, est présenté comme quelqu'un qui pourrait être une sorte d'intermédiaire et discuter pour amener les uns et les autres à la table des négociations. Est-ce que, je veux dire, Nidjon Froundi, président national du SDF, pour vous, a le profil pour faire ce travail? Écoutez, comme je dis, il faut présenter d'abord un processus et qu'on soit en train de discuter des médiateurs, et en ce moment-là, on va avoir une discussion sérieuse. Quand vous dites ça pourrait transparaître, il faut qu'on arrête au Cameroun avec cette histoire de gouvernance mythique. Hein? Peut-être que j'ai vu là les tweets du président et la visite du Premier ministre dans le Nord-Ouest. Il y a tout genre de thèses sur les réseaux sociaux. Oui, on pense que ça pourrait être, ça doit vouloir dire que, mais qu'on arrête, il s'agit de la gouvernance. Mais tout Quand on gouverne, on dit, on va faire l'étape 1, tel moment, l'étape 2, à tel moment, oui, c'est ce que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure. Et chacun, maintenant, sait que je suis en train de contribuer mes idées dans un cadre précis. Alors, vous étiez en train d'expliquer ça tout à l'heure. Vous avez dit étape 1, c'était la libération des personnes. Absolument. Et l'étape 2, vous avez parlé effectivement d'un pré-dialogue. Déjà de pré-dialogue, oui, pour savoir où en sont les... Parce que même la forme du dialogue doit être discutée à ce stade-ci. Comment le dialogue doit se passer, combien d'étapes de dialogue est-ce qu'il faut avoir. Et c'est après cela, c'est pendant ces pré-dialogues-là qu'on peut définir le profil des médiateurs, c'est ce que vous avez indiqué. Qu'on peut définir le profil des médiateurs qui sont bons pour tous les partis, et qu'on peut arriver à un cessez-le-feu. Qui est la troisième étape? Parce que le cessez-le-feu est très important. Les violences doivent s'arrêter. Un autre élément qui font que les violences, que la visite du Premier ministre n'était pas très crédible, c'est que les gens étaient en train d'être tués. La guerre continuait pendant qu'il était en train de faire le dialogue. Donc, tant qu'il n'y a pas un moment où on dit, OK, on arrête, on fait un cessez-le-feu, ça va être très, très difficile. Et il faut savoir que pour le CPP, ça, c'est des mesures immédiates pour stopper la mort, pour stopper les violences. Mais pour le CPP, la solution ultime ne viendrait jamais du régime Biya. Et vous l'avez dit à la présidente, la chargée de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui est venue au Cameroun discuter avec l'opposition et le président de la République, Paul Biya, et juste après son départ, une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies est annoncée à New York pour se pencher sur la situation humanitaire du Cameroun. Le gouvernement crie déjà à l'ingérence dans un problème qui ne concerne que les Camerounais et n'est pas d'accord que ce problème soit évoqué devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment appréciez-vous l'initiative qui a été prise de cette réunion informelle et la teneur des discussions qui pourraient être évoquées durant cette réunion? Écoutez, ce n'est que quand vous êtes dans votre maison avec vos enfants et que vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes et que vos enfants commencent à crier
les personnes à l'extérieur ont l'impression qu'il y a des gens à l'intérieur de cette maison-là qui sont en danger, qu'ils franchissent votre porte, n'est-ce pas? Tous les jours, dans nos quartiers, les gens ont des problèmes au sein de leur famille. Ils discutent de ces problèmes-là, ils règlent ces problèmes-là et jamais quelqu'un de l'extérieur n'entre. Mais quand vous êtes à l'extérieur d'une maison et que vous entendez les gens crier, etc., et que les cris ne font que monter et que vous ne voyez pas, vous discutez avec le père de il ne vous donne pas des éléments qui vous laissent croire qu'il est en train de régler ses problèmes. À un moment donné, vous franchissez la porte. Donc, c'est ça la situation avec la communauté internationale aujourd'hui. Que ce soit le Parlement européen, que ce soit le Congrès américain, que ce soit la visite de Michel Bachelet, ou la réunion ARIA qui va se tenir demain. Tout ça, c'est des mesures qui ont attendu 3 ans, qui ont attendu 1800 morts, n'est-ce pas? Quel est l'enjeu d'une telle réunion pour vous? C'est quand ça arrive à un certain niveau que l'extérieur se dit il faut que je franchisse la porte. Et je voudrais clarifier quelque chose parce que j'entends dire dans les réseaux que voilà, l'opposition fait venir la communauté internationale au Cameroun, etc. Attention, nous faisons partie d'un club qui s'appelle les Nations Unies. C'est un club de pays. Et comme tout club, ça a ses règles. Et dans toute association, quand nous avons des règles ensemble, quand quelqu'un enfreint la règle, le premier pas, on dit, voilà, si à 4 ici, nous sommes dans une association et que M. Babila, il enfreint les règles, on va dire, ok, M. Cédric, vous allez parler à M. Babila pour essayer de voir quel est le problème, etc., etc. On n'a pas satisfaction, on voit que le problème continue, on rappelle les règles à M. Babila, on n'a toujours pas satisfaction, alors les statuts de notre association disent qu'on tient une réunion informelle d'abord pour l'entendre, pour comprendre mais exactement qu'est-ce qui se passe exactement, etc. C'est ça la réunion qui va se passer demain. Do you think a solution to the current crisis in Cameroon could come from outside? Nobody can solve the problem of Cameroonians for Cameroonians. We are a nation. No outside person is coming to solve our problem. We have to solve our problem ourselves. That is why for us, at the level of the CPP, at the level of Stand Up for Cameroon, at the level of the Citizenship Front, all of these movements, we have said it is for Cameroonians to decide today that this regime which has brought us here, this regime which has, because this crisis is the culmination of disastrous governance. It is the inability of this government to manage our post-colonial identity. It is the inability of this government to deliver basic services. Some of the people who were demonstrating in Northwest and Southwest in the beginning, the Mancho BBCs, and what were they talking about? Roads, water, schools. It is the inability of this government to deliver on all of those things. When you hear people today talking about secession, it is because they came into a union as equals, and they find themselves 60 years later as second-class citizens. Now, who is responsible for that? There is somebody who has been governing the country and who has brought us to this situation. So, the international community cannot solve it for us. We have one message as Stand Up for Cameroon, as Citizenship Front. The message is to all of us as Cameroonians.
Nobody is going to solve their problem alone. Alors donc finalement, quels sont les enjeux de cette rencontre pour revenir à la question que Cédric posait tout à l'heure? Nobody is going to solve this problem alone. We have to come together and we have to demand the departure of this regime. As long as this regime is there, these problems fundamentally are not going to be solved. Now, the stakes of the security meeting, or the meeting of the United Nations Security Council. The stakes of the security meeting are that if the members of the Security Council find that the information that they have received is alarming enough, that the information that they have received, the situation is important enough, they will then put Cameroon into their formal instruments. The Security Council has different types of instruments. This meeting, which is called an area formula meeting, which means that it is informal, which means that it is not a decision-making meeting. It is an information meeting. So they're going to receive information, and based on how they feel, how grave they feel the situation is, they will then decide that they should move to more formal instruments. Now, that said, several of us, amongst political parties, amongst civil society organizations, amongst concerned citizens, have, as you well know, we made a statement to Madame Bachelet, and we have also made a statement to the members of the Security Council, where we are saying that they should move to their formal instruments, notably the instrument of individual sanctions, because there are people who are responsible for the state of Cameroon today. And we feel that those people, you cannot kill people in Cameroon, steal all our money from Cannes, and then go and enjoy yourself in Paris or New York or wherever. No. The Security Council has the instrument of travel ban. The Security Council has the instrument of seizing assets. The Security Council has those instruments of individual sanctions, and we have specifically requested that they carry out the steps for us to get to those measures. Do you foresee a possible intervention of UN troops, for example? I think also here we should be, we should stop mystifying things for Cameroonians. UN troops do not arrive in a country secretly. Once again, the UN is a club. Cameroon is part of that club. And you know who represents us in that club? The government. Kawala cannot go to the UN. No opposition party can go to the UN. We can write, we can send them information and so on. But the people who belong to the UN, who represent us as Cameroonians in the UN, is our government. J'ai aussi entendu dire ici que voilà, l'opposition a fait à ce que Michelle Bachelet vienne au Cameroun. Non, impossible. Elle est le haut commissaire des droits de l'homme. Elle ne peut pas arriver au Cameroun sauf sur invitation du gouvernement camerounais. Elle ne peut pas, personne ne peut rencontrer Paul Biya sauf à son invitation. Donc il faut arrêter avec ça. L'opposition a fait que l'opposition... Non, le Cameroun fait partie du concert des nations. C'est une institution avec ses règles. Alors, donc, ils ne vont pas envoyer des troupes ici en catimini. Mais pour les gens du pouvoir, les partisans du pouvoir, ils estiment que l'opposition est allée implorer la communauté internationale de les aider à mettre la pression sur Paul Biya afin qu'il quitte le pouvoir. Pourtant, il vient d'être déclaré vainqueur d'une élection présidentielle il y a quelques mois. C'est la plus belle blague du Cameroun. Oui, oui, ils ont fait la mascarade qu'ils ont fait et il a été déclaré. Oui, je sais pas quel est l'opposition a utilisé les instruments que connaît parfaitement le gouvernement du Cameroun. Ce n'est pas caché. Si vous-même, si vous allez là, vous tapez sur Google UN Security Council, vous allez voir tous
les différents instruments qu'utilise le Security Council. Les États sont représentés là-bas et nous, opposition camerounaise, nous ne pouvons pas convoquer une réunion du Conseil de sécurité. Seuls les membres du Conseil de sécurité peuvent demander une réunion du Conseil de sécurité. Seuls les membres des Nations Unies, parce que même les pays qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité... Mais c'est sur la base des informations qui viennent de la société civile, de l'opposition, des ONG internationales, que cette réunion informelle doit se tenir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le gouvernement a plusieurs fois réagi, estimant que ces informations ne sont pas avérées, que la situation sur le terrain est sous contrôle du gouvernement, qu'il a un plan humanitaire, un plan d'assistance humanitaire pour les populations dans les régions anglophones. Voilà les arguments que présente le gouvernement pour rassurer la communauté internationale qu'il a la maîtrise de la situation. Apparemment, il n'a pas convaincu. Tout comme il ne nous convainc pas ici au Cameroun qu'il a la maîtrise de la situation, il n'a pas pu convaincre non plus à l'international. C'est aussi simple que ça. Mais Kawala a confessé quand même que vous, dans l'opposition et la société civile, vous avez fait du lobbying. Vous avez fait du lobbying pour que cette question, quand même, puisse être adressée à travers les différents instruments que vous avez cités, non? Il est clair, encore une fois, aux Nations Unies, nous sommes dans un club. Ce club-là, c'est un club des nations. C'est nous, la nation. Le gouvernement n'est que notre représentant. Et quand nous estimons que notre représentant n'adhère plus aux règles qui nous lient avec les autres nations, nous utilisons les instruments qui sont là pour attirer l'attention, bien sûr. Pour dire, et honnêtement, comme je vous dis, la visite de la haut-commissaire des droits de l'homme, on a été informé de la visite quand elle est arrivée. On fait depuis de l'information dans les médias internationaux, au niveau des instances internationales, pour informer sur la situation du Cameroun. Mais c'est ça, le lobbying aussi. Mais personne n'a affaire. Mais on a été informé et quand elle est arrivée, bien sûr qu'on a utilisé cette opportunité pour lui dire, voici les différentes violations des droits de l'homme. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Moi, je ne peux pas, je suis désolée, M. Fangwa, je ne peux pas regarder les gens de Bamenda en face. Quand ils sont en train de mourir, ils sont en train d'enterrer leurs enfants. Quand tu as une famille où on a tué le fils, on a tué le neveu, etc. Et que je les regarde en face et je leur dis que oui, j'étais face aux Nations Unies, mais je n'ai rien dit. Ce n'est pas nous qui avons entaché la réputation du Cameroun. Ne tuez pas les gens. Ne déclarez pas la guerre contre votre propre population. Ne brûlez pas les villages. Ne tuez pas les gens. C'est nous qui avons fait la vidéo des femmes et enfants qui étaient tués par l'armée camerounaise. Ce sont les faits qui entachent la réputation du Cameroun. Le gouvernement a réagi sur ces allégations de violation des droits de l'homme. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes et certains éléments de l'armée suspectés de cette affaire ont été sanctionnés et le gouvernement a promis que les enquêtes vont se poursuivre pour établir les responsabilités et bien sûr prononcer des sanctions à l'encontre de certains éléments indélicats, mais il continue de déclarer à la fois à l'opinion publique et l'opinion publique internationale que l'armée est là pour défendre les populations, qu'elle est là pour défendre l'intégrité du territoire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Si l'armée défendait les populations, on s'est déjà établi. Nous avons établi que d'abord, la première violence vient de l'État du Cameroun. C'est un fait. Les gens sont en train de manifester sans violence, les avocats et les enseignants. Le consortium se réunit sans violence. Et qui est l'initiateur de la violence? C'est l'État du Cameroun. Vous vous rappelez bien, au moins,
ces photos que nous avons tous vues circuler sur le net, des avocats en robe qui étaient roulés par terre et à qui on donnait des coups de pied. Vous vous rappelez bien des étudiants de Boya qu'on roulait dans la boue et qu'on faisait boire l'eau des égouts. Vous vous rappelez bien. Donc la violence vient du gouvernement. Le 22 septembre et le 1er octobre, quand la population marche, il n'y a pas une seule personne qui a une arme. Il n'y a pas une seule personne qui a même un bâton. Ils avaient les arbres de la paix que le Premier ministre a pris l'autre jour, ce qui a fait demander à la population, mais l'arbre de la paix, apparemment, quand certains le portent, ça mérite des balles, et quand d'autres le portent, ça veut vouloir dire autre chose. Donc c'est le gouvernement camerounais qui a tiré sur ses citoyens. Oui, mais sauf que c'était indiqué précisément, le gouvernement de la République a réagi en indiquant qu'effectivement il peut avoir eu des violences et un certain nombre de personnes ont été identifiées comme étant des responsables et des enquêtes ont été prescrites pour faire la lumière sur la question et prendre des mesures contre les personnes qui sont rendues coupables de ces violences-là. Vous êtes des journalistes. Où en sont ces enquêtes? Qui a été condamné? Pour quel crime? On a tué les Camerounais publiquement. Ce n'était pas caché. C'était devant nous tous. Et donc la justice doit se faire devant nous tous. Un des éléments de la justice, c'est que pour être justice, elle doit être transparente. But the government is accusing some of you political leaders and even some of us journalists of amplifying some few cases of atrocities committed by elements of the National Armed Forces and seeing little or nothing of what is done on the other side. Oh, I think there are, at the level of the Cameroon People's Party, at least at the level of Stand Up for Cameroon, at the level of the Citizenship Front, we have said government initiated the violence. A part of the Anglophone movement took up arms, and we have said we are against the taking up of arms. We said it in 2017, we said it in 2018, we are still saying it in 2019. On top of that, we have said very clearly that even if there is an explanation for why people took up arms, very clearly at this moment, there are things which are happening on the ground which are totally unacceptable. We have spoken out against the violence carried out by the Amber Boys. We have said you cannot say you are protecting a population and you are kidnapping that population and you are asking for ransom and you are carrying out summary executions. I think you couldn't have missed it. About 2 weeks ago, I myself was a target for being very vocal on the fact that things have gone wrong with that movement. So there are two things which are clear, which we always say. One, government is 100% responsible because government could have avoided this situation completely. Et la Chambre des représentants, justement, are also wrong in what they are doing today. Pour avancer dans cette émission, la Chambre des représentants aux États-Unis a également exhorté ces groupes séparatistes à engager un dialogue avec les représentants du gouvernement et cesser de commettre des violations des droits de l'homme, notamment des meurtres des civils, l'utilisation des enfants soldats, mettre fin au boycott de l'école et mettre fin à la violence et au discours de haine de la part de la diaspora. C'est l'une des résolutions de la Chambre des représentants aux États-Unis, alors qui invite au dialogue. Et l'un des enjeux du dialogue, c'est la forme de l'État. C'est une préoccupation majeure pour le CPP. Alors, quelles doivent être les articulations d'une telle discussion autour du système de gouvernance publique au Cameroun? Alors, comme vous le savez, tout à l'heure j'ai dit il y a des mesures immédiates qui doivent être prises pour arrêter la violence. Toutefois, pour nous, au niveau du CPP, au niveau de Stand Up for Cameroun, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus rien attendre de ce régime.
on est en train de parler de la crise anglophone. Mais quand on parle de la crise anglophone, il faut parler des autres crises. L'extrême nord est en crise depuis environ 2012. Le nord, la Damawa et l'est sont en crise. Et tout ça, c'est le résultat d'une certaine gouvernance. C'est le résultat. Il faut bien comprendre, Boko Haram ne peut pas s'installer chez nous sans recruter, sans que les jeunes Camerounais ne participent à ça. Et il faut poser la question, pourquoi? Pourquoi ces jeunes Camerounais ont pu être recrutés? Qu'est-ce qui a amené à ça? Et là, on va trouver la pauvreté, la marginalisation, le manque d'espoir. Les gangs centrafricaines qui entrent à l'Est et qui attaquent notamment les ranchs, font les razzias sur le bétail, font des kidnappings dans le nord, la Damawa et l'Est. C'est des gangs mixtes. Ce n'est pas des Centrafricains seuls. C'est des gangs avec la complicité des Camerounais. Qu'est-ce qui fait que les Camerounais peuvent rejoindre ces personnes-là pour attaquer leur propre village? Il faut se poser la question. Et vous allez trouver la réponse dans la pauvreté, dans la marginalisation, dans le fait que les jeunes n'ont pas d'espoir, n'ont pas d'emploi. Donc nous avons aujourd'hui un pays où, quand j'ai communiqué à Madame Bachelet, nous avons dit 7 régions sur 10, et après, au retour, mes équipes ont dit non, attention, nous sommes à 8 régions sur 10. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, l'est, le nord-ouest, le sud-ouest, et les attaques du sud-ouest qui entrent dans l'ouest et qui entrent dans le littoral. Donc, est-ce que nous, les Camerounais, nous allons rester là, les bras croisés, en disant on a un gouvernement mythique, sûrement ils sont en train de trouver une solution, sûrement ils sont en train Or que la situation s'aggrave tous les jours, nous devons mettre fin à ce régime, nous devons saisir cette opportunité, parce que ce qu'il y a, c'est que toute crise vous donne une opportunité. Toute crise vous donne une opportunité. Et aujourd'hui, l'opportunité pour laquelle des Camerounais ont payé cher avec leur vie, donc nous sommes dans l'obligation de saisir cette opportunité. C'est l'opportunité de s'asseoir, non pas seulement de parler de la crise anglophone, mais de parler de notre histoire politique entière, de parler de la guerre des indépendances, de parler du règne de M. Ahidjo, qui nous a donné en 62 l'ordonnance sur la subversion, en 66 le parti unique, en 72 une réunification qui est contestée aujourd'hui, de parler du règne de M. Biya, qui en 84 décide de changer le nom de la nation tout seul, sans consultation, qui a choisi d'effacer une étoile sur le drapeau. C'est tous ces actes-là qui nous mènent là où nous sommes aujourd'hui. Et nous parlerons de ce vivre ensemble, si vous le permettez, Madame Kawala. La crise de manière superficielle, on ne va pas trouver une solution, on ne va pas saisir l'opportunité. Nous parlerons de ce vivre ensemble, de cette cohésion nationale fragilisée au fil de ces crises. Dans la deuxième partie de cette émission, mesdames, messieurs, nous prenons une courte pause et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de l'émission La Vérité en face, avec pour invitée Madame Kawala.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face avec pour invité Edith Kabanwala, présidente nationale du Cameroun People's Party. Vous évoquiez tout à l'heure les différents problèmes qui minent le Cameroun. Et à l'heure où les Camerounais sont confrontés à ces multiples problèmes, sous-emploi, chômage, problèmes d'insécurité et la pauvreté, le président de la République, lui, il fait savoir sur son compte officiel Facebook que les Camerounais doivent avoir conscience de leur responsabilité collective dans l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Le Cameroun a besoin de toutes nos énergies pour se construire. Quel commentaire faites-vous en ce moment où le pays traverse de multiples crises et ces propos du président de la République? Aucun commentaire. Vraiment, après 37 ans, un tweet, ça me laisse à 37. Non, on ne peut pas être un pays qui aujourd'hui, dans 8 régions sur 10, a des conflits. Un pays, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, il faut qu'on fasse honneur. Aujourd'hui, comme je dis, c'est une opportunité. C'est une opportunité qu'on doit saisir. On doit saisir ça au nom de tous ces enfants qui sont morts en 2008 parce qu'ils voulaient un meilleur pays. On doit saisir ça au nom de toutes les victimes des ECA qui, donc, jusqu'à aujourd'hui, certains n'ont pas encore trouvé indemnisation à ce qu'ils ont souffert. On doit saisir ça au nom de Monique Kouma-Tekel. On n'est pas ici par hasard. On est ici à cause de 37 ans de gouvernance de M. Biya. Donc non, il ne va pas faire partie de la conversation. Il ne va pas faire partie de la définition de l'avenir. Et c'est ça que les Camerounais doivent comprendre. Nous sommes. Mais il vient d'être élu, le président de la République, pour un mandat de 7 ans. Oui. Et il estime qu'il faut oublier le passé, se tourner vers l'avenir et construire ensemble. Non, on ne va pas oublier le passé. On ne va pas oublier le passé parce qu'en oubliant le passé, on risque de le répéter. Hein? Donc, on ne va pas oublier le passé. On va analyser le passé, on va comprendre le passé, on va comprendre comment et pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes et on va définir un autre avenir. On va définir l'avenir que nous méritons. Nous rêvons tous, nous savons tous dans nos tripes que on est capable d'avoir un Cameroun extraordinaire. Nous le savons. But why do you think that on ne va pas faire ça avec M. Biya, non? No, why do you think that the President of the Republic should be excluded from discussions on national issues, on the life of the nation? He's a Cameroonian apart from being a President of the Republic. Well, then, it is time for him to go. Let him go and sit down, and then he can be sending us tweets to contribute to the thinking of the new nation. No, we are not going to. You do not take somebody who is responsible for the problem, and then it is that same person who is going to find you the solution. No, not after 37 years. Not after crisis after crisis after crisis after crisis. No, we are not going to do it that way. So, il a été élu. Oui, quelles élections? Monsieur Bachir aussi était élu. Monsieur Ben Ali aussi était élu. Il est temps pour les Camerounais de comprendre que nous devons prendre notre destin en main. À chaque fois, là maintenant, nous sommes à un stade où tous les 24 heures, c'est un nouveau scandale. On a à peine digéré le scandale de la CAN. On va vous ressortir un nouveau scandale. Après ça, on découvre qu'en fait, il est en train de déléguer les pouvoirs sans informer les Camerounais que nous sommes. Vous dites qu'il a été élu? Est-ce que nous, on a alors élu M. Ngongo à qui il a donné les pouvoirs? Edith Kabanwala, sur cette question, fini, là. Ça paraît, vous allez peut-être mieux expliquer cela, ça paraît irréaliste. Et un président de la République qui vient d'être élu à 71% à une élection présidentielle, même si vous indiquez que vous n'êtes pas convaincu des conditions dans lesquelles il a été élu, et il y a une situation comme celle que vous avez décrite, qui est extrêmement complexe. Il faut organiser un dialogue national, et vous dites que le président de la République
doit être exclu. Doit partir. Est-ce que le régime ne doit pas faire partie de ce dialogue? Est-ce que ça ne paraît pas irréaliste? Le régime doit partir. Ce régime ne peut pas organiser un dialogue auquel les Camerounais vont croire. On n'a pas oublié la tripartite. On n'a pas oublié. On est un pays avec une histoire. Ce régime, c'est le même régime qui nous a floués dans les années 90 avec la tripartite. En ce moment-là, on voulait une conférence nationale. Vous vous rappelez de ça? On voulait ce dialogue national inclusif pour parler de notre histoire et pour définir notre avenir. Ils ont réussi à nous flouer et à nous garder encore près de 30 ans dans la même misère, dans la même situation de gouvernance impossible. Et aujourd'hui, encore une fois, il faut qu'on comprenne que la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de tout ça. Alors vous dites et donc, les Camerounais ne peuvent plus attendre. Vous dites donc que les Camerounais ne doivent plus attendre, il faut passer à autre chose. Mais de façon précise, vous pensez à quoi? Je pose la question parce que on sait en règle générale que lorsque les gens ne sont pas d'accord, eh bien, ils expriment au cours d'une consultation électorale qui permet de désigner des nouveaux représentants du peuple pour conduire ou destiner la nation. Une élection présidentielle va se tenir. Vous, par exemple, le président du CPP, le CPP n'a pas pris part à cette consultation électorale. Comment comptez-vous donc amener les Camerounais à un changement de paradigme si vous ne participez pas aux consultations électorales? Monsieur Fangwa, soit vous vivez dans le même monde que moi, ou bien vous vous confinez ici au Cameroun. Mais je crois que dans les derniers mois, nous avons vu ce que le CPP dit depuis des années, qu'un dictateur, quelqu'un qui contrôle le processus électoral, il contrôle le ELECAM, qui organise les élections, il contrôle le MINAT, qui supervise les élections, il contrôle le Conseil constitutionnel qui est l'arbitre en cas de contentieux, qu'on ne peut pas battre une telle personne aux élections. Mais on l'a vu sur d'autres cieux, des systèmes organisés, des élections, et effectivement perdre ces élections-là. Si vous pouvez me citer un cas d'une dictature, je parle bien d'une dictature, parce que M. Biya, au début, le premier jour des élections, c'est vous les journalistes, le premier jour de la campagne électorale, il a interdit les meetings de deux de ses concurrents. Le MRC avait son meeting interdit ce jour-là, M. Cabral Libi avait son meeting interdit, n'est-ce pas? Le candidat bien interdit les meetings, vous dites? Et c'est lui le patron de la... Ah, c'est bien lui le patron du pays, hein? C'est pas la même chose. Non, M. Fangwa, si il trouvait anormal, c'est que quelqu'un aurait perdu son boulot. Parce qu'il y a des choses qu'on fait accepter aux Camerounais et vous normalisez, mais c'est extraordinaire. Une campagne présidentielle à laquelle le premier jour de la campagne, on interdit les meetings des candidats. Et ça fait de cela une dictature. Mais si c'est lui qui était... s'il n'était pas d'accord avec ça, c'est qu'au moins une tête aurait sauté. Au moins une personne aurait perdu son emploi. Now, Cameroon is a democratic country, and democracy will be talking about ousting a president through the ballot box. But you don't believe in the ballot box in Cameroon, you don't believe in the electoral system, and you're saying that the Biya regime has to leave. And the question is, how do you intend to lead Cameroonians to kick out the Biya regime? Are you urging them to copy the example of Algeria or Sudan, where the people forced President Abdelaziz Bouteflika or Omar al-Bashir out of power? Absolutely. I think we have been very clear on that. We encourage Cameroonians without violence. The Algerian experience, the Sudanese experience are beautiful experiences. Mais on vous répondra que le Cameroun, c'est le Cameroun. Without violence, to kick out this regime. Le gouvernement estime que c'est de l'appel à l'insurrection lorsque vous êtes en train de tenir de tels propos en invitant les Camerounais à se mobiliser. Quel gouvernement? Le gouvernement qui tue les Camerounais tous les jours? Ce même gouvernement-là? Non, je suis désolée. C'était quoi le terme au Conseil constitutionnel? C'est irrecevable. C'était ça, non?
C'est irrecevable. Là, nous sommes dans une situation où si nous ne prenons pas notre pays, c'est 8 régions sur 10, messieurs. Vous voulez attendre? Vous voulez attendre la crise est à Mbanga actuellement. Vous voulez attendre, il faut que ça arrive à Douala et que ça arrive à Yaoundé. Il faut que tout le pays soit en chaos avant qu'on n'agisse. How feasible is it what you're saying? The CRM political party took to the streets and the party is now being accused of wanting to destabilize the country, wanting to, create chaos in the country and so on. And we have seen the repression that came upon the militants and the leaders of that political party for taking to the streets to denounce electoral hold-up, the Anglophone crisis and many other things. So how feasible is it, what you're saying now with regards to the Cameroonian context? This is why we are calling on Cameroonians to come together. Because if you are fighting for one cause, if you say you are only going to fight for the Anglophone cause, or you are only going to fight for that your party won elections, or you are only going to fight for the workers of this company, none of us is going to win. Cameroonians are actually on the street regularly right now. You hear that all the bike riders were on the street here, the students were on the streets in Gaundere, these other people. And what is happening is that these individual groups want to go against the system alone. We cannot succeed. We cannot succeed. The question right now is a national question. Nobody individually is going to have their problem solved. We need to solve these fundamental national questions that we are talking about. We need to get to that, to get this regime out, to put into place a transition government, to put into place a government that will take us for about 2 years' time. Have the national dialogue. National dialogue not only on the Anglophone issue, but national dialogue on our history. National dialogue to redefine the state. Parce que nous n'avons jamais, vous vous rendez compte, après le colonialisme, nous n'avons jamais défini l'État post-colonial. Une des raisons, une des choses qui ne va pas avec notre nation, c'est que nous vivons, notre État, c'est un État colonial. Nous n'avons jamais redéfini l'État. Le projet national. Nous avons juste hérité d'un État colonial. Et on a changé la couleur des personnes qui étaient à la tête de cet État. Et c'est la raison pour laquelle cet État est prédateur. Son design, son architecture est d'être prédateur. Parce que c'est un État colonial. La raison pour laquelle nos forces de l'ordre estiment qu'ils ont à protéger quelqu'un qui est au pouvoir et non pas à protéger le citoyen, c'est parce que leur architecture, leur design est colonial. Nous ne nous sommes jamais assis en tant que Camerounais pour dire c'est quoi la nature de notre État. C'est quoi la relation que doit avoir l'État avec le citoyen. C'est quoi le rôle des forces armées par rapport aux citoyens. Nous n'avons jamais défini cela pour nous-mêmes. Pour vous, les conférences tripartites et les différentes discussions qui ont eu lieu dans les années 90 n'ont pas permis d'évoquer ces questions-là? N'ont pas permis d'évoquer ces questions-là, et les peu d'accords qui ont été mis en place n'ont pas été respectés. La tripartite, c'est ça qui donne lieu à la décentralisation. Si la décentralisation avait été mise en place depuis 1998, ben écoutez, je ne crois pas qu'on aurait un problème anglophone aujourd'hui. Mais on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où si on ne le fait pas, le pays va s'éclater. On est dans une situation, la gravité de la chose, c'est que les Camerounais meurent tous les jours par mauvaise gouvernance à la base. Il ne faut pas oublier, pendant qu'on parle du nord-ouest et du sud-ouest, hier, dans la nuit d'hier, Boko Haram a brûlé 67 maisons et 11 magasins.
toutes les indications nous laissent croire que Boko Haram est en train de se reconstituer et a toujours sa capacité à recruter. Pourquoi? Parce que les problèmes de fond, le problème de pauvreté, le problème de marginalisation, parce que c'est dans l'extrême nord, il y a quelques semaines, que nous avons tous eu honte que des enfants sont morts parce qu'ils voulaient quoi? De l'eau à boire. And some of them, some Cameroonians, especially young people, are being recruited into the ranks of some of those organizations simply because of problem of the high rate of unemployment in the country. Absolutely. And when you hear the Prime Minister saying, come out of the bushes, pro-independence fighters, the President of the Republic has promised to give you jobs. What do you think about that? I don't think much, because I wonder, where are these jobs? There are people who have not taken up arms, they don't have jobs. He has some special jobs he has kept somewhere for people who have taken up guns. How many young Cameroonians are here in the street in Yaoundé, Douala, Bafoussam, Gaoundéré, Maroua, who don't have jobs? We can no longer go with the piecemeal, superficial solutions of this regime. It does not work. It is destroying our beautiful country. We have the capacity. Cameroon does not lack anything. It does not lack anything to be a successful country. We have every resource we need to be able to give young people jobs, to be able to have a country where we have healthcare, where we have water, where we have education. We are not lacking anything. But we, as Cameroonians, have to make that decision. Et le gouvernement, lui, par contre, estime que l'économie, le Cameroun a fait preuve de résilience en matière d'économie, malgré la situation vécue dans les régions anglophones et les défis sécuritaires à l'extrême nord. Le taux de croissance est au taux de 4,2%. Et le président de la République a promis la création d'environ 500 000 emplois pour les jeunes en 2019. Comment appréciez-vous cette politique, cette stratégie de création d'emplois au Cameroun et bien sûr la mise en place des réformes pour booster l'économie du pays? Vraiment, quelle stratégie? Quoi de nouveau? J'ai même du mal à commenter. L'économie, moi je n'ai pas les chiffres de 4,2, j'ai des chiffres de 3,8 selon la Banque africaine de développement. L'économie est à 3,8. De quoi est-ce que nous avons besoin pour trouver des emplois à ces jeunes personnes? Nous avons besoin d'une économie qui croît au minimum vers les 7-8% et dans le cas idéal, les doubles chiffres, donc à partir de 10%. Vous pensez que le régime, celui-ci qui nous a amené, qui n'arrive pas à livrer l'eau, l'électricité, etc., c'est lui qui va faire les réformes nécessaires pour arriver à cette économie-là? Comment? Est-ce qu'ils sont même préoccupés? Nous avons parlé de la crise tout à l'heure, sans parler de l'effet économique de cette crise. Et c'est pour ça que je vous ai dit que la visite du Premier ministre, je suis désolée, je pense que ce n'est pas pour nous. Parce qu'un gouvernant qui se préoccupe de son pays, sait que le Nord-Ouest, à lui tout seul, produit 70% du café arabica du Cameroun. Le Sud-Ouest produit 45% du cacao. Est-ce que vous savez qu'on a arrêté d'exporter la banane? On a arrêté. On n'exporte plus la banane. La CDC est complètement à terre. C'est en juillet 2018 que le JICAM produit son rapport, qui est un rapport de sonnette. Est-ce qu'on peut appeler ça sonnette? Quel est un mot quel est un son beaucoup plus fort que ça, hein? De sonnette d'alarme pour dire cette crise a un impact économique catastrophique.
le gouvernement laisse le premier employeur du secteur privé, le deuxième employeur du pays, il laisse cet employeur-là arriver pratiquement à un arrêt de ses activités. La CDC, c'est le premier employeur du secteur privé camerounais, 22 000 emplois. C'est le deuxième employeur du pays, après le gouvernement. Ils sont presque en arrêt. C'est eux qui font la banane, c'est eux qui font l'EVA, c'est eux qui... d'un pays dans lequel les gens meurent tous les jours, depuis 2012, à l'extrême nord, dans le nord-ouest, dans le nord, dans le sud-ouest, n'a jamais adressé des condoléances aux Camerounais. Mais s'il y a un navire qui tombe, on ne sait où, voilà, allez hop, le tweet sort. D'ailleurs, dans ce dernier tweet, il y a effectivement un message de condoléances. Oui, on a dit, vous savez, je suis persuadée que M. Biya a recruté un nouveau community manager, une nouvelle personne pour gérer son compte Twitter. Je crois qu'on fait des débats, etc., sur quelqu'un qui n'est même pas au courant de ce qu'on tweet sur son compte. Donc, je crois qu'il y a un jeune enthousiaste là. Espérons qu'il soit camerounais parce que, connaissant M. Biya, ça peut être un étranger qui est en train de gérer son compte. So according to you, they moved from silence to tweeting. Yeah, he just has a new community manager managing and having a campaign. But the content, the behavior of this regime has not changed for 37 years and it's not going to change now. Alors nous sommes à une semaine de la fête nationale de l'unité. Il y a ces nombreux problèmes dont vous avez fait mention au cours de cette émission. Il y a également, de l'autre côté, ces tweets et ces extraits des discours et des messages du président de la République sur ses comptes officiels Facebook et Twitter. Au-delà de la parole, quels sont les actes concrets que vous attendez du président de la République au moment où le Cameroun doit faire le point sur son unité nationale, doit célébrer cette fête nationale de l'unité? Je n'attends rien du président de la République. Même pas la libération des personnes qui sont incarcérées? Non, là, on a été clair sur la libération des personnes qui sont incarcérées. Aujourd'hui, voilà, une suggestion pour lui, pour le 20 mai. S'il libère 3, parce qu'il ne faut pas qu'on libère certaines personnes en oubliant d'autres. Il ne faut pas des solutions parcellaires. Dans la crise anglophone, au moment où on libère les Agbobala et Fontem, on oublie d'autres personnes. Ça a aggravé la crise. Donc, que M. Biya sache que aujourd'hui, il y a des détenus de la lutte contre Boko Haram, des personnes qui n'ont rien à y voir avec Boko Haram, qui ont été arrêtées et qui sont en prison, en violation de leurs droits de l'homme. Certains d'entre eux ont subi un procès dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Il y a des personnes qui ne comprennent pas le français. On les a, tout leur procès s'est passé en français. Il y a cette catégorie-là. Il y a les anglophones. Comme nous avons dit, il y a plus de 1000 détenus et il y a les quelques douzaines qui sont à Kondengui, dont certains ont déjà reçu des sentences. Ces personnes-là doivent être libérées. Vous avez les leaders sécessionnistes qui ont été arrêtés de manière illégale, prouvés aujourd'hui dans les tribunaux nigérians que leur arrestation était illégale, qui doivent être libérés. Vous avez les prisonniers du MRC, les détenus du MRC, qui étaient des personnes qui étaient en train de faire une marche non violente, pacifique. Beaucoup d'entre eux n'étaient d'ailleurs pas en train de marcher au moment où ils sont arrêtés, qui doivent être libérés. Donc il y a beaucoup de personnes à libérer pour détendre le contexte politique,
pour permettre à ce que des Camerounais aient une petite lueur d'espoir, mais car cela ne tienne, pour le CPP, le régime Biya doit partir. Il doit partir. C'est trop tard aujourd'hui pour qu'on commence à se dire qu'on va construire un avenir avec ce régime. Looking at the present context of Cameroon, celebrating national unity, is it worthwhile? It is a good thing. On the 20th of May, as you well know, the CPP, we have not been participating in the National Parade for 3 years now, since 2016. We are very happy this year that the CRM and the SDF have joined us and that they will not be participating in the masquerade. However, we will be sitting down, as we have always done, to sit with Cameroonians and discuss the issues of national unity. We will be sitting down to talk about what we are facing and what will it take for us to live together as Cameroonians again today. That we will be doing, and we encourage all Cameroonians to do that. But to go and participate in a show for somebody who has shown us that he does not care for national unity, I don't think this is... J'aimerais à présent qu'on évoque bien sûr la trajectoire de Edith Kawala au moment où elle appelle à un dialogue, au moment où elle appelle aux discussions sur une transition au Cameroun. Si le président de la République, lui qui, vous l'avez dit, est sous la pression à la fois sur le plan interne et sur le plan international, invite Kawala à participer à un gouvernement d'union nationale pour pouvoir justement régler ces problèmes des Camerounais durant les 6 prochaines années de son mandat présidentiel. Est-ce que vous serez prête à accompagner le chef de l'État s'il venait à déclarer que c'est son dernier mandat à la tête du Cameroun et qu'il souhaite travailler avec vous pour régler ces problèmes des Camerounais? Vous avez beaucoup de si qui sont tous irréalistes, mais la réponse est non. La réponse, parce que ce régime n'est pas capable de mener un changement fondamental pour le Cameroun. 37 ans. 37 ans, ce n'est pas 37 jours, ce n'est pas 37 semaines, c'est 37 ans. Monsieur Biya, à ses 85 ans, ne va pas changer. Il ne va pas changer, il ne va pas, comment dire, avoir une, je sais pas, une épiphanie, hein, on dit ça en français. Il ne va pas avoir une lumière qui s'allume et qu'il va changer sa manière de faire. Non. La seule chose que Kawala va lui demander, si jamais on a cette discussion, c'est de dire, s'il vous plaît, vous avez fait de votre mieux pendant 37 ans. Et aujourd'hui, nous avons besoin que vous preniez votre retraite. Quand vous avez dit non, en répondant à la question de Cédric tout à l'heure, je pensais à autre chose, Edith Kawala. Je pensais que vous répondriez en disant c'est parce que le président de la République ne vous reconnaît pas comme présidente du CPP. D'ailleurs, vous savez qu'il y a quelque temps, il y a eu une décision dans ce sens-là du ministre de l'administration territoriale indiquant que quelqu'un d'autre en dehors de Kawala, vous savez très bien de qui je parle, est le patron du CPP. Je pensais peut-être à ça. Ben, vous auriez tort. Il n'y a pas eu une seule seconde ou une minute où j'ai eu des questions en ce qui concerne mon leadership à la tête du CPP. C'est d'ailleurs une chose incroyable et une honte pour le Cameroun qu'un ministre de l'administration territoriale estime qu'il peut nommer les présidents de partis politiques. Vous savez combien j'ai honte quand on me pose cette question à l'étranger? Me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Là, on a lu quelque chose, on nomme des présidents de partis politiques chez vous. Le ministre invoque qu'il y a des problèmes internes qui l'ont amené à prendre un arbitrage concernant l'organisation politique. Quelle est la loi camerounaise qui lui permet de le faire? Il vous a dit la loi qui lui permet de faire ça, le ministre? En même temps. Quelle est la loi qui lui permet
d'entrer dans un parti politique et de nommer les responsables du parti politique. Et quelle est la procédure qu'il a prise? S'il y avait des problèmes au sein de notre parti, quelle est la procédure qu'il a prise? Il n'y a pas de procédure. Donc on vient, on lui dit il y a des problèmes, monsieur le ministre, dans le parti, il reste chez lui et il nomme des responsables. Il a quand même trouvé un prétexte. C'est comme ça. Il a quand même trouvé un prétexte, le ministre de l'administration territoriale. Quel prétexte? Now, the dissension qu'il y a au sein de cette formation. The person politique. who was appointed to lord over the party, Professor Tita, says Kawala had been dismissed from the party. By whom? By whom? He said Kawala had By been whom dismissed and from the how? party. You know, we should never allow people to step outside of rules, regulations, and the law. That's the big part of the problem with this regime. They sleep at night and they have an idea and they start executing the idea without checking what is the procedure, what is the law. We are a political party. A political party is governed by something called a constitution. If you want to sanction somebody in a political party, you go to that constitution, you follow the procedure, and you sanction the person. Has Kawala ever been dismissed from the CPP? I have never even so much as received a query. So that is number one. Number two, if the problem in a political party, and we are living in Cameroon, political parties have problems every single day, right? Including the one that the Minister of Territorial Administration belongs to. Political parties have problems every single day. Now, if the problem gets to the level where one party takes it to the Ministry of Territorial Administration, then he has a procedure that he follows to try to settle the problem. He doesn't sit and nominate somebody inside a party. You know, the day I found out that there were problems in the CPP was the same day as you, when I heard something being read. He did not even, and to show you lack of even knowledge of administrative procedure, no letter was addressed to us. The Ministry of Territorial Administration has never written to the CPP about any problem. They have never called us about any problem. They have never even sent a tweet about any problem. Since we are now being governed by Twitter. So we have never received any information. If you are a minister, you are a supervisory authority. I think we all understand what that means. Tutelle. So it would mean that you would call the parties who have a problem, you would try to understand what the problem is, and you would try to help them to solve their problem. You're accused of hijacking that party and sidelining some founding fathers like Professor Tita. What do you have to say? Then Professor Tita should address himself to the Cameroon People's Party. Where has he done that? Did he address himself to the party? Alors, certains estiment que ces dissensions peuvent être le fait des orientations idéologiques qui pourraient être différentes. Et cela nous amène à vous interroger sur la pertinence de ce qu'on peut considérer comme le discours alternatif que vous proposez. Avec les autres, vous êtes tous d'accord qu'il y a des problèmes et qu'il faut trouver des solutions. Maintenant, sur le process, il y a peut-être un problème. La question que je pose, c'est sur la pertinence de l'analyse que vous faites et du process que vous proposez. Cédric a indiqué tout à l'heure que vous êtes à la tête d'un cabinet international qui s'appelle Stratégie. Et la question justement porte sur la stratégie. Vous indiquez que le régime doit être balayé. Oui. Mais vous ne participez pas aux consultations électorales. Absolument. Et vous estimez que les conditions dans lesquelles sont organisées ces élections ne sont pas les meilleures. Vous imaginez certainement que les Camerounais qui vous regardent depuis que cette émission a démarré doivent se dire, est-ce que ce n'est pas parce que le CPP n'est pas en mesure de glaner un siège au conseil municipal ou à l'Assemblée nationale qui pourrait être des tribunes pour porter ce message que ce parti se confine à fuir les élections et à appeler à l'insurrection? Alors, d'abord, pour clarifier, le CPP a 2 sièges de conseiller municipal
Donc c'est pour dire aussi qu'on n'est pas arrivé à cette conclusion par hasard. Nous avons participé à des consultations électorales au Cameroun en 2011, en 2013. Personnellement, j'ai participé à une consultation électorale quand j'étais encore au SDF en 2007. Donc j'ai fait 3 élections. Avec à la clé un poste de conseiller municipal. Et nous avons gagné un poste en 2007 et regagné 2 en 2013. Donc, c'est l'expérience des élections au Cameroun. C'est en 2013, c'est après les élections de 2013 que nous tenons notre congrès du CPP en 2014 et que nous arrêtons notre position par rapport aux élections au Cameroun. Et je crois, Monsieur Fangwa, il ne faut pas avoir honte. Vous pouvez le dire. Le CPP a toujours eu raison. On a dit qu'il ne fallait pas aller aux élections. Pourquoi? Nous avons dit la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest ne permet pas de tenir des élections là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bien eu raison. Nous avons dit le système électoral est tel que on ne peut pas battre M. Biya. Il y aura des fraudes et des irrégularités à tous les niveaux et ils vont freiner, ils vont arrêter quand bien même vous auriez une victoire, ils ne vont pas vous permettre de l'avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont allés aux élections sont où aujourd'hui? Tout simplement parce qu'ils ont considéré qu'eux, ils ont gagné l'élection. Ils sont où aujourd'hui? Oui, mais en même temps, les incohérences du code électoral dont vous parlez ou du système d'organisation des élections, une fois de plus, ont été remises en selle à la faveur justement de cette élection. Et on a vu avec le show, par exemple, au Conseil constitutionnel, cela a permis davantage d'attirer l'attention d'un plus grand nombre sur ce qu'on peut considérer comme les principaux manquements dans ce code électoral et la nécessité justement d'organiser des élections plus libres et transparentes. Donc, par hasard... C'est une autre occasion. Non, par hasard, nous avons... Parce que, soyons très fines dans nos analyses. Le gouvernement a choisi, ce n'était pas une obligation, ce n'était pas dans la loi. Ils ont choisi parce qu'ils voulaient jouer un jeu de modernité, de mettre les procédures, comment on appelle ça, le contentieux, voilà, le contentieux électoral, de mettre ça live en télévision. Donc ça a permis aux Camerounais partout de voir le manquement de ce système. Mais est-ce que parce qu'on a vu le manquement de ce système-là, on est maintenant on est au mois de mai, donc on est à plus de 7 mois de cette élection. Quelle a été la réforme? Quelle est l'initiative de réforme? En principe, selon le calendrier électoral, nous sommes supposés avoir des élections le mois prochain. Le mandat des conseillers municipaux vient à sa fin. Il y a une initiative de réforme quelque part? Il y a quelque chose qui a changé? Voilà pourquoi nous disons aux Camerounais que le changement ne viendra que quand vous prenez votre destin en main sans violence et qu'on balaie ce régime afin de bâtir quelque chose de nouveau. Et on n'est pas en train de dire ça par fantaisie. Pourquoi vous pensez que les Burkinabés qui devaient aller aux élections avaient comparé dans un mois ont choisi plutôt de le faire sortir par des manifestations non violentes? Pourquoi vous estimez que les Algériens ne pouvaient pas dire que non, on va battre Bouteflika, après tout, il est en chaise roulante, etc. Pourquoi vous avez estimé qu'un homme qui est en chaise roulante, on a estimé que non, on doit faire les manifestations pour les faire partir? C'est parce que ces systèmes-là ne vous permettent pas. C'est des systèmes de dictature, c'est des systèmes où un groupe contrôle tous les maillons. Et donc, il ne vous laisse pas passer. Donc, c'est tout à fait OK. Comme je dis, c'est tout à fait OK. Sur une chose, monsieur Fangwa, sur une chose, le CPP peut être mauvais en tout, sauf en analyse et en stratégie politique.
Parce que nous vous avons dit comment les élections allaient se passer. Ça s'est passé exactement comme nous l'avons dit. Nous avons dit il y a 3 ans qu'il ne faut plus participer à la mascarade qui est le 20 mai. Ben, nous sommes contents aujourd'hui. Les autres partis sont en train de nous rejoindre. Et nous sommes très certains que d'ici peu, on va aussi avoir raison que les Camerounais doivent et vont se lever pour faire partir ce régime. Parce qu'on n'en peut plus. Comment concevez-vous donc cette fête du 20 mai? Pour vous, comment cela doit être compris? Comment cela doit être célébré, cette fête de l'unité nationale? Nous allons le célébrer au niveau de Stand Up for Cameroun avec des assises, avec ce que nous appelons des conversations camerounaises. Donc nous, ce que nous décrivons dans le large dialogue inclusif, nous avons déjà commencé ça dans des petits groupes. Donc nous mettons ensemble des gens avec des opinions différentes. Actuellement, les premières conversations ont commencé sur la crise anglophone. Donc nous mettons ensemble des anglophones qui croient en la sécession, des anglophones qui croient au fédéralisme, des francophones qui croient à l'État unitaire, des francophones qui croient au fédéralisme, et nous permettons aux gens d'échanger leurs idées, de commencer à voir qu'est-ce que nous avons en commun. Parce que au bout des conversations, on se rend compte qu'on a un socle en commun. Même si on a différentes manières de percevoir les choses, on a un socle en commun sur ce que doit être une nation, sur ce que doit être la place d'un citoyen dans une nation. Et pour nous, c'est un moment où nous commençons alors à bâtir ce que nous souhaitons pour l'avenir. Et c'est ce à quoi on encourage tous les Camerounais. Justement, parlant de stand-up, et puis de votre casquette de président de CPP, finalement, comment vous vous définissez? Comme politique ou comme société civile? Parce que beaucoup estiment que vous êtes assise entre 2 chaises. C'est important aujourd'hui. C'est ça qui est important. La casquette, je suis clairement... Il y a un message, oui. Et le message aussi, c'est le messager. Oui, et le message aujourd'hui, c'est qu'il faut un autre Cameroun. C'est important qu'il porte le message. Absolument, c'est important dans la communication, oui. Non. Celui qui porte le message. Non. Aujourd'hui, justement, on dit aux Camerounais que vous soyez société civile, que vous soyez syndicaliste, que vous soyez citoyen, que vous soyez parti politique, nous avons tous besoin de nous mettre ensemble. Aujourd'hui, on n'est pas dans une bataille partisane. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais votre message rejoint celui du président de la République qui estime qu'il faut, pour forger ce Cameroun, il faut prendre en compte de façon positive toutes nos diversités, nos spécificités. C'est à ce prix que prendra forme une identité camerounaise authentique et originale. Propos du président de la République. Alors, quel message, à la fin de cette émission, vous adressez aux Camerounais pour préserver ce vivre ensemble, pour construire cette identité camerounaise? Le message aux Camerounais aujourd'hui, c'est que nous avons besoin, nous sommes à l'heure de la citoyenneté. Nous sommes à l'heure de la construction de la nation. Mettons de côté nos partis politiques, nos associations, nos syndicats, tous nos différents casquettes qui nous séparent. Et mettons-nous ensemble en tant que citoyens camerounais. 1, pour faire partir ce régime. 2, pour tenir le dialogue national inclusif dont nous avons tous besoin. Ce n'est pas une partie du pays qui a besoin de ce dialogue. Nous avons besoin, en tant que Camerounais, de parler, de redéfinir c'est quoi le citoyen, c'est quoi l'État et c'est quoi la relation entre les deux. Ensuite, nous pouvons reformer les institutions, réécrire la Constitution, revoir le système électoral et après ça, tenir des élections. D'autres l'ont fait avant nous. Les Burkinabés, les Tunisiens, les Algériens, les Soudanais sont en train de le faire. Nous ne sommes pas moins qu'eux. Pas du tout. Nous en sommes capables.
Merci Edith Kabangwala. Je rappelle que vous êtes la présidente nationale du Cameroun People's Party. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Jonathan Babila, Duval Fongois, d'avoir participé à cet entretien. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de rester sur Equinox Télévision.